Donc, bienvenue au Café Rencontre de Québec Aroma. Aujourd'hui, on a avec nous, je l'ai perdu, Arnaud. Bonjour Arnaud, Bonjour, bonjour à ça va tous. bien? Arnaud Ouais. est dans la région niçoise, dans le sud de la France. Mm. Arnaud, tu es biologiste et chimiste, aromathérapeute, tu enseignes la physiologie ainsi que l'utilisation des huiles essentielles. J'ai vu ça que... C'est quoi ça, enseigner la physiologie? Alors, la physiologie, c'est l'étude des fonctions vitales. Donc, en fait, on étudie le système respiratoire, digestif, circulatoire, et on étudie surtout les liens entre les différents organes. C'est une science qui est très dynamique, en fait. Et ce qui est génial, c'est que quand on connaît bien la physio, ça permet de relier des symptômes à des organes bien particuliers et du coup d'avoir aussi un raisonnement qui se met en place. Et donc, c'est vraiment une matière qui, à la base, quand on veut après faire de l'aromathérapie, c'est une matière qui est vraiment intéressante parce qu'elle met en place un raisonnement. Un raisonnement. Je pense que le peu que je connais de toi, tu es quelqu'un qui aime comprendre, je pense. Tu aimes aussi partager parce que tu as t'enseignes, tu fais des vidéos, tout ça. Donc, ça vient d'où ce côté-là de comprendre et d'approfondir des sujets? Tu as toujours été comme ça? C'est la base des sciences aussi, là, si tu es en biologie, en chimie. Peux-tu nous Ouais. parler un peu de cet aspect-là de toi? Mais, effectivement, moi, j'ai commencé par faire des études de biologie. Et dès le départ, j'ai toujours été curieux de l'environnement, du monde, de la nature. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait autour de moi. Donc, d'un côté, les profs m'aimaient bien. Puis d'un autre, j'étais un peu le gars qui pose toujours la question, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Et donc, bah, voilà, j'ai gardé un peu ça aujourd'hui. Et voilà, et ça reste un peu dans cette dynamique où quand on me dit une huile essentielle fait ça, bah, je me dis ok, très bien. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut argumenter par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Peut-être que des chercheurs ont déjà trouvé des éléments pour bien comprendre comment ça marche. Et je trouve que c'est ça qui est fascinant en fait, c'est que en aroma, on arrive à trouver des études qui justifient l'utilisation des huiles. On arrive à comprendre exactement leur action sur les différents organes. Alors, pas toujours, mais globalement, on a quand même beaucoup de preuves, quoi. Ceux qui disent le contraire, c'est quand même de la mauvaise foi. C'est bien d'avoir des gens comme toi parce que, comme par exemple dans les groupes, tu es présent dans différents groupes. Quand tu interviens, on sait que tu as fait tes recherches et tu ne dis pas n'importe quoi. Donc, c'est bien d'avoir des gens de confiance comme ça qui font leur devoir, comme on dit ici. Moi, j'apprécie beaucoup tes vidéos. T'en as pas fait des centaines, mais je trouve que premièrement, tu as ta marque de commerce que c'est toujours tes t-shirts. Tu as toujours un super beau t-shirt à chaque fois, encore aujourd'hui. Moi, j'ai des chemises avec des fleurs. Moi, c'est ma marque de commerce. Donc, c'est toujours fun de voir le nouveau t-shirt. Mais au niveau de la facture, là, tu sais, la façon que tu fais tes vidéos, je trouve qu'elles sont super bien faites. Puis on voit pas ça souvent, là, tu sais, le fond blanc avec les trucs et tout. Tu fais tout ça tout seul ou tu as une équipe avec Ouais. toi, quoi? Non, je fais ça tout seul. C'est vraiment mon côté prof, ça, hein. J'enseigne la physio la physiologie depuis 2002, essentiellement auprès des ostéopathes, pardon, et des naturopathes. Donc, c'est vraiment mon corps de métier, c'est l'enseignement de la physiologie. Et, euh, et du coup, bah voilà, j'ai toujours ce truc d'essayer de transmettre le message. Et je trouve qu'en aroma, on trouve très souvent des recettes, on trouve très souvent quoi faire dans quelle situation. Mais c'est rare qu'on explique comment marchent les huiles essentielles. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'était ça, c'était de faire des vidéos pour dire, OK, on peut donner une recette, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on conçoit la synergie et comment chaque huile essentielle a fonctionné. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire passer dans ces huiles essentielles, puis aussi parfois de démonter un peu des rumeurs qui circulent beaucoup et qui ne sont pas toujours fondées. Est-ce que c'est quoi les sujets qui te viennent en tête pour les prochains? Est-ce que tu as une liste, puis là, tu choisis, OK, là, je vais donner priorité à celui-ci, ou est-ce que tu Ouais. prévois vraiment longtemps à l'avance une liste, puis quand tu as le temps, tu en fais? Et l'autre question, est-ce que tu en fais plusieurs que tu diffuses euh, sur une Ouais. période de temps ou tu en fais un par un? Alors, en fait, la vidéo en elle-même, je la tourne en peu de temps, en quelques heures, elle est tournée, mais en général, elle demande beaucoup de travail en amont. C'est 3 à 4 jours de travail en fait pour tourner une vidéo parce que bah, il faut faire les recherches, il faut argumenter, il faut faire les visuels. Alors pas toutes, hein, il y en a certaines qui vont plus vite que d'autres évidemment, mais pour certaines c'est vraiment beaucoup de boulot. Et du coup voilà, j'arrive pas à en faire plusieurs d'affilée. En général, j'en tourne une
Et après, dès que j'arrive à dégager un peu de temps pour me mettre sur un nouveau sujet, je le fais. Euh, J'avais envie d'expliquer la prochaine. Alors, j'ai 2 sujets en tête. C'est d'abord la distillation, mais d'un point de vue, là aussi, un petit peu rigoureux, pas simplement d'expliquer l'alambic, comment il fonctionne, l'hydrolat, l'huile essentielle, pas simplement ça, mais mieux comprendre comment fonctionne la distillation. Puis du coup, ça permettra aussi de comprendre la différence qu'on peut trouver entre 2 huiles essentielles identiques, mais qui viennent de distillateurs différents, et du coup à des prix aussi différents. Parfois, il y a des explications très concrètes. Donc, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Et puis, j'en ai une autre qui me tient vraiment à cœur, c'est d'expliquer ce qui se passe dans les différentes prises des huiles essentielles, les voies d'administration. J'en ai fait une sur la voie rectale. Oui. Je me suis beaucoup amusé à faire une vidéo en expliquant ce qui se passait quand on mettait des suppos aux huiles essentielles. Mais voilà, j'en ferai d'autres sur la voie Est-ce cutanée, sur la voie orale. est-ce que tu vois le nombre de vues pour chaque vidéo? Est-ce que celui pour les suppositoires a eu plus de succès que les autres? Parce que moi, Non, je sais qu'il a fait parler beaucoup quand même de ta façon directe d'expliquer les choses telles quelles. ouais. C'est drôle. Alors, celle des suppos, elle n'a pas très bien marché. Donc, je sais pas. Je pense que d'abord, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup moins de vues sur Facebook. Alors, est-ce que c'est l'algorithme Facebook qui censure en quelque sorte quand il y a des mots clés rectales, OK. si possible. Mais bon, après, il y a Bon. toujours des débats. Hein. Est-ce qu'on met le suppôt dans un sens, dans l'autre? Il y en a qui disent un truc qui ne sont pas d'accord. Ça Je viens s'argumente. de mettre tout à l'heure le lien vers ta chaîne YouTube. J'invite les gens à s'inscrire puis les voir parce que c'est super intéressant. Puis je trouve le format est bien aussi la durée. C'est pas des vidéos, tu sais, 40 minutes. Là. Souvent, c'est entre 5 et 12 minutes. Est-ce que c'est un choix que tu fais aussi de regarder ça quand même assez concis? Ouais, j'essaye toujours d'être autour de 5 minutes maximum parce que ça permet de donner une info quand même assez précise et en même temps qui ne noie pas les gens sous trop de détails. J'essaye quand même de rester d'aller à l'essentiel. Donc, Super. ouais. J'ai vu en faisant une recherche sur Google que très rapidement, on voit que tu as écrit des livres sur. Puis là, j'ai réussi mon pass. Ici au Québec, je disais, ouais, c'est quoi ça? Puis là, j'ai compris que c'est Parcours Accès Spécifique Santé. Là, j'ai vu que tu en as écrit différentes. Là, il y en avait un comme cette année 2020. Et tu en as écrit d'autres dans le passé. Peux-tu nous parler un peu de ça? Ouais. Alors, en fait, ouais, j'ai écrit plusieurs livres. La plupart ont été publiés chez Duno. Et le principal, c'est un livre qui aide à réussir la première année de médecine. En fait, en France, la sélection pour réussir la première année de médecine est très importante. Il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Et là, c'est un livre qui donne des méthodes pour réussir ce concours. Donc, cette année, c'est plus exactement un concours, même si dans les faits, ça reste un petit peu l'idée. Et donc, cette première année de médecine s'appelle le PASS. Voilà pourquoi le livre a ce nom. Et voilà, donc c'est des livres assez concrets, mais qui s'adressent à un public bien spécifique. Comment t'en es arrivé à contribuer dans ce domaine-là, à faire ces livres-là, même le contact avec l'éditeur à la limite, mais aussi les sujets. C'est quoi les sujets qui sont abordés dans ça? En fait, alors moi au départ, j'étais donc dans la physiologie, c'est une matière qui est intéressante parce qu'elle aborde plein de thèmes différents. L'un des thèmes abordés, c'est la biophysique. Et donc j'ai enseigné la biophysique dans des structures qui aident les élèves à réussir leur première année de médecine. Et quand je voyais comment ils travaillaient et que finalement, en leur donnant quelques petits conseils clés, on arrivait à avoir des résultats vraiment sidérants, je me suis dit autant voilà, compiler tous ces petits conseils, les mettre dans un livre et le diffuser. Et donc, j'ai envoyé un plan à Duno qui a validé le projet. Et donc, une fois que le projet avec le plan a été validé, il ne restait plus qu'à l'écrire. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est une de leurs très bonnes ventes. Donc, je suis content du résultat de ce travail. Oui. Écoute, on va en parler tout de suite, étant donné que maintenant tu es en lien avec l'éditeur. Euh, Tu me disais dans nos rencontres préalables que tu as un projet d'écrire un livre qui sera aussi édité chez Duno. Est-ce que tu peux nous en parler, ce projet-là? Est-ce que le livre est déjà avancé ou c'est un projet dans ta tête? Alors, comme la première fois, en fait, j'ai soumis un plan à l'éditeur qui l'a validé. Et donc, le projet de livre, ça sera de faire un bouquin sur justement la physiologie des huiles essentielles. Au-delà de
donner des recettes, c'est surtout d'expliquer comment les huiles essentielles agissent sur l'organisme. Donc, moi, j'avais envie de faire un livre qui soit classé par système, donc le système digestif, le système respiratoire, etc. Et de voir par système quelles sont les huiles qui vont agir de façon préférentielle et comment elles agissent. Euh, et donc, j'ai eu un retour il n'y a pas longtemps de l'éditeur, là, il y a peut-être une quinzaine de jours. Donc, normalement, ce projet-là est validé. Donc, dès que je reçois le contrat, après, il n'y a plus qu'à l'écrire. J'ai déjà commencé, j'ai peut-être fait un tiers. Donc, on va petit à petit comment ça se… dans la suite. C'est un sujet que tu maîtrises déjà bien, alors c'est un peu de le mettre sur papier. Ouais. Alors, en fait, il y a toute une partie que je maîtrise bien, c'est toute la physiologie. Ça, c'est sûr que d'expliquer au départ comment fonctionne l'estomac, par exemple, ça, c'est pas très compliqué. En revanche, aller après chercher toutes les études qui parlent des huiles essentielles et de l'estomac, ça, c'est un gros travail de fourmi. Pour chaque organe, c'est des dizaines et des dizaines d'études. Je vous montrerai à la maison la pile que j'ai imprimée et je fais des synthèses sur chaque étude pour après pouvoir écrire le livre. Donc, c'est vrai que c'est un énorme travail. Et en fait, je le partage au fur et à mesure par des articles que je publie sur le blog du laboratoire d'Humani. Et en fait, ces articles-là sont des extraits de différents chapitres du futur livre. Okay. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, il faut aller jeter un coup d'œil sur le blog et vous verrez déjà un petit peu ce qui a été écrit. Ouais. Mon lien pour le laboratoire, c'était prévu plus tard, mais je vais le mettre tout de suite. Pour ceux qui veulent trouver le blog, je pense que c'est le bon lien. Écoute, est-ce que ça a été… Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de livre sur l'aromathérapie qui a été écrit dans cette approche-là, cet angle-là. Il y a peut-être des parties de certains livres qui en parlent comme ça, mais je pense, selon toi, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait? Non, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Donc voilà, c'est pour ça que ça pourrait vraiment apporter quelque chose parce que il me semble qu'il y a plein de gens qui ont envie de comprendre comment ça marche au-delà simplement de savoir quoi faire. C'est aussi de savoir comment ça agit sur l'organisme et dépasser un petit peu ce qu'on va trouver sur les blogs grand public, etc., d'aller un peu plus en profondeur. Donc c'est vrai que ça sera déjà un bouquin pour passionnés, quoi, hein. Ce ne sera peut-être pas un bouquin pour découvrir l'aroma, mais quand on a déjà un petit peu de connaissances, qu'on a envie de creuser, ça sera à ce moment-là tout à fait indiqué. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a tellement de livres sur les huiles essentielles, il y a tellement de guides. Dans le fond, c'est toute la même chose. Souvent, ça se copie, puis les erreurs se recopient et on se ramasse avec des… Je pense que ça serait intéressant, selon moi, là, que j'ai tous les livres chez nous, là, avec la boutique et tout. Bien, les livres qui m'intéressent le plus, c'est quand il y a un livre qui sort de l'ordinaire et qui amène un aspect, un angle particulier. À ce moment-là, les livres se complètent. Ça ne sert à rien d'avoir 30 livres identiques dans une bibliothèque. C'est intéressant d'avoir des livres qui se complètent, justement. J'espère que les auteurs, les aromathérapeutes vont aller dans cette direction-là de plus en plus, de se spécialiser comme dans un domaine pour les ouvrages. Je trouve c'est intéressant. Ça n'empêche pas d'avoir les livres pour les débutants et les livres. Mais ces livres-là existent déjà. De toute façon, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Alors, j'ai vu juste une question. Certaines recherches doivent se contredire. Comment fais-tu pour choisir les bonnes? C'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, moi, je n'ai pas à choisir. Je vais dire que dans un domaine, on va avoir certaines recherches qui disent ça, d'autres qui disent autre chose. Et après, c'est le lecteur de se faire son opinion. Il me semble qu'on est quand même dans une discipline qui est très en mouvement. Et du coup, ça sera intéressant justement que chacun ait les éléments pour se forger son opinion. De même, on peut tout à fait envisager aussi de partager des notions qui ne sont pas forcément publiées dans des études. Je ne pense pas que l'aroma puisse se restreindre simplement à ce qui se dit dans la recherche. Il y a aussi une utilisation traditionnelle des huiles essentielles et elle est tout à fait légitime. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir allier les deux aspects, de dire voilà, traditionnellement on utilise telles huiles essentielles dans telle situation. Maintenant, la recherche, elle va prouver que telles et telles huiles essentielles sont actives sur tel domaine. Et parfois ça se recoupe, et parfois pas tout à fait. Et c'est ça qui est très riche en fait. Est-ce que on peut parler aussi maintenant de ton école? Ça s'appelle c'est Sans formation ou Sens formation? Sens formation, c'est un acronyme.
J'aimais bien. Donc, tu as mis sur place une structure justement pour pouvoir partager tes connaissances et satisfaire ce besoin de partager là, je pense, de passer l'information. C'est une école uniquement en présentiel ou il y a aussi des cours en ligne? Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Alors, pour le moment, c'est une école qui est uniquement présentielle. Après, il y a des projets qui sont en cours, donc on verra comment ça avance. Mais là, pour le moment, en tout cas, c'est effectivement des cours donc, dans la région niçoise. Il y a des ateliers cosmétiques, des ateliers cosmétiques et aromas, et puis vraiment des formations plus poussées de plusieurs week-ends pour là, approfondir vraiment l'utilisation des huiles essentielles. Et moi, ce que j'aime bien faire dans ces ateliers, c'est un petit peu ma marque de fabrique, c'est toujours d'associer théorie et pratique. Dans chaque atelier, il y a toujours aussi des préparations, des formulations, faire une crème, faire des suppos, faire des gélules, faire un sirop, etc. Parce que c'est un petit peu aussi, Gilbert, le thème qu'on a voulu donner à cet entretien, c'est aussi de parler un petit peu des formes galéniques, comment on prend les huiles essentielles. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est que souvent, on imagine que ce qui est important, c'est la formule. Et c'est vrai que la formule, le choix des huiles essentielles est prépondérant. Et en même temps, il y a aussi tout le côté dans quoi je la mets, cette formule. Comment est-ce que je la dilue ou pas d'ailleurs. Mais voilà, et cet aspect-là, il nécessite une pratique. Et voilà, dans toutes les formations que je fais, il y a toujours une partie concrète. Dans le fond, le choix, c'est aussi en fonction de la meilleure que le corps l'absorbe, la meilleure façon pour le corps de l'absorber, j'imagine, différent, de maximiser l'absorption par le corps pour ce qu'on veut en Oui, faire. oui, c'est ça, c'est maximiser l'absorption ou pas. C'est-à-dire qu'on peut aussi parfois ne pas vouloir que les huiles essentielles pénètrent dans l'organisme, mais simplement qu'elles agissent en surface. Donc, en fonction de tout ça, on va choisir la façon d'appliquer le mélange d'huiles essentielles. Et donc, cette forme, le moyen de prendre les huiles essentielles est vraiment hyper important euh, pour aussi l'efficacité du traitement. Donc, c'est vraiment le choix des huiles végétales ou c'est aussi, tu parles souvent de crème ou de baume ou Ouais. peux-tu nous faire une petite classe 101 par rapport à tous ces aspects-là le support utilisé pour les huiles essentielles par Ouais. voie cutanée, par exemple? Ouais. Alors déjà, quand on met les huiles essentielles sur la peau, il faut savoir que, enfin non, pardon, j'efface, je recommence. OK. Euh, les différents types de produits qu'on peut utiliser, on a des produits à base d'eau. En général, on les appelle des gels. On peut avoir aussi des gels à base d'huile, mais c'est plus rare. Les gels contiennent uniquement de l'eau avec un gélifiant. Et à l'autre extrémité, si on a uniquement des corps gras, on va avoir des onctions ou des baumes. Si on met de la cire d'abeille, par exemple, qui va solidifier l'ensemble. Donc, en gros, on a deux pôles comme ça qui sont opposés, le gel qui contient que de l'eau et le baume qui contient que de l'huile, que des corps gras. Et donc, on peut mettre les huiles essentielles aussi bien dans l'un que dans l'autre. Dans le gel, même si c'est une phase aqueuse, on peut mettre des huiles essentielles parce que la texture gélifiée va permettre une bonne répartition des huiles, même si évidemment elles ne sont pas solubles dans l'eau. Hein. Mais la texture gel permet quand même, avec une agitation, de bien répartir les huiles. Et entre les deux, entre ces deux pôles, on a ce qu'on appelle les émulsions. Dans ce cas-là, on va mélanger les corps gras et les corps aqueux. Donc, ça fait une crème. Euh, et alors après, on peut aller encore plus loin dans le détail, c'est que parmi les crèmes, on a deux types de crèmes. On a celles qui ont plus d'eau que d'huile et celles qui ont plus d'huile que d'eau. Et là aussi, ça va être complètement différent en termes de texture, en termes de toucher et du coup aussi en termes d'action thérapeutique. Enfin, thérapeutique une fois qu'on a mis les huiles essentielles dedans. Alors, je raconte toujours une anecdote qui m'a vraiment beaucoup frappé quand j'ai commencé à faire de l'aroma. J'avais une petite mycose sur un orteil et je m'étais fait une petite synergie d'huile essentielle. Et puis à l'époque, je m'étais dit, bah, tiens, je vais la mettre pure sur l'orteil. Bon, donc je mets ma synergie pure sur l'orteil. Alors, mais aucune amélioration, mais même, je dirais que je pense qu'objectivement, sur les quelques jours du traitement, ça s'est même aggravé. Donc, bon, là, c'est pas la bonne solution. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre la même synergie. Je n'ai pas changé le choix des huiles essentielles, mais je l'ai simplement dilué dans une crème. Et alors là, en quelques jours, ça a complètement disparu. Et pour moi, c'est un résultat qui était super intéressant parce que ça montre que ce n'est pas forcément le choix des huiles qui est incriminé,
Là, les huiles essentielles étaient exactement les mêmes, mais c'est simplement la façon de les utiliser. Le fait de les mettre dans une crème, par exemple, ça ralentit la pénétration des huiles essentielles, en fait, et ça les garde en surface. Et justement, une mycose, c'est un problème qui est quand même plutôt en surface. Et donc, le fait de les diluer dans une crème, ça permet de renforcer leur action. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, eh ben, on va pouvoir appliquer les huiles essentielles pures, diluées dans de l'huile, dans un baume, dans une crème ou alors éventuellement dans un gel. Moi, j'ai un conjoint qui me fait des crèmes, mais monsieur, madame, tout le monde n'ont pas toujours l'expertise de faire des émulsions puis de faire des crèmes eux-mêmes. Donc, ils vont souvent utiliser uniquement une huile végétale qu'ils vont peut-être choisir en fonction de la pénétration et tout, mais moi, j'ai pas vu ça souvent, des gens qui se faisaient des crèmes ou des onguents pour appliquer leurs huiles essentielles. C'est quelque chose que toi, tu intègres dans ton cours. Les gens qui sortent de Ouais. ton cours, ils ont les outils pour préparer ces crèmes-là? Ah oui, oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Une crème, c'est comme, ça prend 10 minutes à faire, hein, et encore quand on démarre. Après, ça prend vraiment rien de temps. Donc, bon, après, moi, ce que je fais chez moi, c'est que je fais des pots de crème neutre, quasiment 500 grammes ou 1 kilo. Et puis après, je rajoute les huiles essentielles que je veux à l'intérieur en fonction des besoins. Ça Alors, se il y a- conserve? Pardon. Ton pot de crème, ça se conserve quand même assez longtemps? Ouais. Alors en fait, oui, d'abord parce que la crème à laquelle je pense, elle contient du conservateur, donc elle se conserve très bien. Je la garde au frigo tant que je ne m'en sers pas, et à partir du moment où je l'utilise, à ce moment-là, je la sors du frigo, je mets ma synergie d'huile essentielle que j'ai choisie à l'intérieur, et là, je la remets plus au frigo, hein, puisqu'elle est conservée, donc il n'y a pas de souci. OK. Donc, je te vois lire les questions. Je vais te Ouais. les laisser. Ouais. Alors, je vois l'émulsion gel-crème 50-50 par exemple. Alors, Dominique, tu veux dire si tu rajoutes par exemple de la gomme xanthane dans une crème, c'est ça? C'est ça l'idée? Tu peux prendre le Tu micro de mélanges gel et Oui, crème? oui, oui. Je cherchais comment faire. Non, si on prend une crème et on prend, par exemple, un gel d'aloès, on les Oui. combine ensemble, on fait 50-50, donc une à l'eau, l'autre à l'huile, ça peut faire le truc. Alors, oui, ça peut. La crème, déjà, c'est une émulsion, donc elle contient déjà une certaine part d'eau. Tu peux rajouter un peu de gel d'aloe vera à l'intérieur. Le problème quand tu fais ça, c'est que ton gel, il est déjà très fortement aqueux et tu risques d'avoir un déphasage. Donc, au bout d'un moment, tu risques d'avoir un petit peu l'eau et l'huile qui se séparent. Donc, ça, si tu fais à 50-50, c'est peut-être un danger que tu peux rencontrer. Bon, maintenant, il n'y a pas de souci à faire ça et ça peut être en effet, pardon, très intéressant pour bénéficier des propriétés du gel d'aloe vera, surtout s'il est natif. Non, mais je veux dire, au lieu de faire une préparation qu'on met de côté, qu'on utilise comme vous faites une crème neutre avec l'aloès et l'émulsion, de le faire à mesure. Donc, dans le creux de la main, on prend un peu d'aloès, un peu de crème, on met la synergie et hop. Oui, oui, tu peux tout à fait faire comme ça, bien sûr. Bien sûr. Oui, ça c'est complètement possible. Arnaud, il y a Muriel qui a une question. Ouais. Oui, moi je voulais demander pour la mycose, c'est mieux une crème qu'une huile, qu'une synergie à l'huile. Moi j'ai trouvé, ouais. Ouais, clairement. Clairement. Moi je trouve que pour la mycose, le fait d'avoir une crème, ça facilite vraiment un séjour en surface des produits actifs. Et après, je ne pourrais pas te le justifier d'un point de vue avec des études, des choses comme ça. Mais je trouve que oui, c'est carrément plus efficace d'avoir une crème qui garde les huiles en surface. Ça va. Merci. Sonia dit crème au gant avec des huiles essentielles et des plantes. Oui. Voudrais-tu préciser ta question, Sonia? Oui. Oui. Ma question, c'est dans tes crèmes, tu prends des crèmes neutres, mais est-ce que des fois tu prends des crèmes qui sont faites à base de plantes, exemple du plantain ou des choses comme ça, ou tu utilises juste des crèmes neutres? Alors, moi, dans ma pratique, j'utilise les actifs sont des huiles essentielles. Voilà. Donc, effectivement, j'utilise plutôt des crèmes avec simplement des huiles végétales que je vais choisir en fonction de l'action que je recherche, mais je ne vais pas avoir je vais pas tellement utiliser de produits phyto. Mais c'est possible d'ajouter en plus dans la crème des produits phyto, c'est complètement possible. Et au contraire, on aurait aussi le bénéfice du coup du produit qu'on a ajouté, ouais, bien sûr. Donc, puis tes huiles végétales, est-ce que tu prends des huiles végétales? Parce que je sais que certaines huiles végétales ont certaines propriétés aussi. Est-ce que tu vas choisir certaines huiles spécifiques ou vraiment des huiles plus neutres?
Alors, moi, j'ai un goût personnel pour le jojoba et l'argan. Donc, c'est sûr que quand je fais des crèmes pour moi, en général, je les fais au jojoba ou à l'argan. Mais ça, c'est parce que j'aime beaucoup ces huiles en termes de texture. Maintenant, oui, quand je fais pour des patients, effectivement, on va choisir les huiles végétales en fonction du problème rencontré. Et ça permet de tirer, là encore, le profit de l'huile végétale en plus des produits actifs qu'on va rajouter. C'est-à-dire que souvent, en allopathie, on a un excipient et un produit actif. Et l'excipient est choisi pour être le plus inerte possible. L'excipient est choisi pour ne pas interagir avec le produit actif. Alors qu'en aroma, on essaie d'avoir un excipient qui va dans le même sens que le produit actif. C'est-à-dire que si on a une synergie d'huile essentielle qui a une action circulatoire, par exemple, on va essayer de choisir une huile végétale qui va dans le même sens. Et donc, à ce moment-là, dans la crème ou dans le baume, on va choisir les huiles végétales qui vont là aussi dans le sens de la synergie qu'on a choisie au départ. Merci beaucoup. Philippe Banel a une question sur les textures en cosmétique. Oui, alors la question est la suivante, Arnaud. Dans l'industrie cosmétique, on arrive à des textures souvent extrêmement sexy par leur soyeux, leur légèreté, etc., mais avec des moyens de la chimie souvent issue des pétroles qui n'est pas spécialement intéressante pour la peau. Est-ce que, selon toi, avec des moyens beaucoup plus naturels et beaucoup plus respectueux de l'environnement et de notre peau, on peut arriver à des solutions comparables? Oui. Alors, alors effectivement, la plupart du temps, vous savez, quand vous mettez une crème sur la peau et que vous faites 2 fois comme ça et que la crème a complètement pénétré, qu'on se dit, oh là là, une texture géniale. Bon, ben, quand vous avez ça avec une crème du commerce qui n'est pas bio, vous savez que cette texture-là est obtenue, dans la majorité des cas, grâce à une substance qu'on appelle des silicones. Les silicones, vous les retrouverez dans la liste des ingrédients, souvent, je vous mets le nom là, sous le nom de diméthicone. Et quand vous avez marqué ça donc, sur une liste des ingrédients, ça veut dire que vous avez des substances qui sont issues du pétrole et qui vont donner donc, cette texture très sèche. Et ça va activer la pénétration de la crème en fait, au niveau cutané. Le problème, c'est que les diméthicones donc, sont issus de l'industrie pétrolière et en plus, elles ont un effet filmogène. Donc, évidemment, quand on est en cosmétique naturelle et bio, on essaie d'éviter ce genre de produits. De toute façon, en cosmétique maison, on ne risque pas de les utiliser. Mais donc, l'idée, c'est d'arriver à avoir le même rendu, la même texture, mais sans utiliser ce type de produit. Alors, en fait, oui, c'est possible, mais avec des huiles végétales beaucoup mieux choisies et qui sont malheureusement chères. C'est-à-dire que, en fait, que fait l'industrie cosmétique? Elle utilise des huiles, pas forcément végétales, mais des huiles qui sont très souvent issues du pétrole et qui sont très peu chères. Et pour masquer leur texture qui n'est pas très agréable, ils mettent de la diméthicone. Ce qui fait qu'il y a un produit qui a une texture agréable et qui coûte très peu cher. Nous, en cosmétique naturelle, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de se rapprocher de ce rendu-là, mais avec des huiles végétales qui ont ces propriétés intrinsèquement, sauf que leur prix est beaucoup plus élevé. Et là, par exemple, quelle huile végétale peut avoir ce type de propriété? C'est l'argan ou le jojoba. Et vous mettez ça, vous faites une crème à base d'huile d'argan ou d'huile de jojoba, et vous avez ce toucher qui est hyper soyeux, hyper pénétrant, qui ne laisse pas du tout la peau grasse et qui est extraordinaire. Est-ce que la poudre de soie, c'est quelque chose qui est recommandé d'ajouter? La quoi? La poudre de soie, où il y a un truc qui fait soyeux, là, c'est comme ça? Ah oui, de la protéine de soie, c'est ça? Ah, ça doit être ça, oui. Alors, la protéine de soie, c'est surtout un actif qu'on va utiliser pour les cheveux et qui a un effet gainant, un petit peu comparable au diméthicone. Vous savez l'effet L'Oréal, là, le truc quand la femme fait ça, elle a tous les cheveux qui font un lemniscate là. Bon, bah ça, c'est sûr que c'est très compliqué d'obtenir cet effet avec des produits, avec des huiles végétales, hein, parce que forcément, les huiles végétales auront tendance à un petit peu alourdir le cheveu, et c'est très compliqué d'avoir cet effet-là. L'Oréal l'obtient avec de la diméthicone. Okay. Nous, on peut obtenir un effet comme celui-là, en tout cas s'en rapprocher, avec par exemple de la protéine de soie qui va donner justement cette légèreté aux cheveux malgré l'utilisation d'huile végétale. France Meunier avait une question, mais c'est peut-être un petit retour en arrière avec ce qu'on parlait. Même chose pour eczéma que mycose. Peut-être, France, oui, si tu veux. Alors, oui, même chose pour eczéma que mycose. Clairement, il faut de toute façon diluer pour l'eczéma, mais encore plus que pour la mycose. Le truc de l'eczéma, c'est que la peau, quand elle est atopique, elle est particulièrement sensible. Et même quand on choisit bien les huiles essentielles, par nature, elles sont quand même, elles peuvent être perçues en tout cas comme une agression pour la peau. Et donc, il faut toujours être sur des dilutions qui sont très basses pour l'eczéma.
parce que sinon, ça peut agresser la peau et ça peut du coup faire flamber l'eczéma. Quel conservateur mettez-vous dans vos crèmes neutres? Vous les conservez au-delà de 3 mois? Alors, la question des conservateurs, elle est super importante. Alors, nous, en France, on a un site qui s'appelle Aromazone, que vous connaissez peut-être au Québec. Oui. Alors, Aromazone a plein de défauts, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Aromazone a quand même des qualités. Et l'une des qualités, c'est de mettre à disposition du grand public des produits qui étaient, il y a quelques années encore, réservés aux laboratoires cosmétiques. Et donc, chez Aromazone, il y a un conservateur qui s'appelle l'acide benzoïque. Le nom commercial du conservateur chez Aromazone, c'est Cosgar. Et ce conservateur est quand même vraiment efficace, à faible concentration, pardon. À moins de 1%, il est efficace. Et il est accepté en bio. Voilà, donc c'est une sorte on va dire, de compromis acceptable. Donc moi, quand je n'ai pas le choix que d'utiliser un conservateur, j'utilise le Cosgar. Maintenant, il faut le savoir, il y a aussi des méthodes. Oui, je vais le noter, bien sûr. Donc, c'est Cosgar. Et le nom INCI, c'est acide benzoïque. Voilà. Donc, alors, il faut le savoir, cet acide n'est efficace que lorsque la crème a un pH acide. C'est-à-dire qu'on peut rajouter un petit peu d'acide citrique dans la crème pour lui faire baisser le pH et rendre du coup la conservation pertinente. Sinon, ça ne marche pas bien. Petite parenthèse. Est-ce que les gens du Québec, on trouve ça ici facilement sans le faire venir d'Amazon? S'il y en a qui ont la réponse, pourraient l'écrire éventuellement. Merci, je te laisse continuer, Arnaud. J'ai vu Dominique qui a dit oui. Alors, je vais te répondre, Noussaïba. Je termine juste sur les conservateurs. Alors, il faut savoir aussi qu'à part ça, il est possible… Alors, ok, revenons justement à la conservation des produits. Souvent, quand on parle de conservation des produits, on mélange deux notions. La conservation d'un produit, c'est fait pour limiter le développement de bactéries ou de champignons. Donc ça, c'est la conservation. Et pour ça, on utilise donc un conservateur. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie de substances, ce sont les antioxydants. Un antioxydant est là pour empêcher le rancissement des huiles, donc pour protéger les huiles. Un antioxydant comme la vitamine E, par exemple, ne va pas s'opposer au développement de bactéries et de champignons. Donc moi, quand je vois parfois sur des groupes dire « mais j'ai mis de la vitamine E comme conservateur », ben non, pas du tout. La vitamine E n'est pas un conservateur. La vitamine E est un antioxydant, ça protège les huiles, mais ça n'empêche pas le développement d'une flore bactérienne ou fungique. Donc déjà, il faut bien faire la différence entre ces deux catégories de substances. Si vous avez des huiles végétales fragiles, vous mettez de la vitamine E, sinon, ce n'est pas la peine d'en mettre, ça ne sert à rien. Dans quel cas mettons un conservateur ? Le conservateur, il n'est là. Attends, j'y viens, Muriel. Alors, dans quel cas mettons un conservateur ? Le conservateur, il est là uniquement quand il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de développement de bactéries. Donc, déjà, on sait que dès qu'on fait un baume, ce n'est pas utile de mettre de conservateur, puisque par définition, un baume n'est fait que de corps gras. Donc, vous voyez toute une catégorie comme ça. De produits qui ne vont pas nécessiter de conservateur. Alors, par rapport, maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc, est-ce qu'on met de la vitamine E dans une crème ? Ça dépend de l'huile végétale que tu vas choisir. Si tu mets des huiles fragiles qui vont s'oxyder facilement, en particulier celles qui sont riches en oméga 3, oui, il faut que tu mettes de la vitamine E parce que ça va faciliter la conservation entre guillemets des huiles, c'est-à-dire leur non-rancissement. Mais si tu mets des huiles végétales qui ne rancissent pas, ou très lentement, tu n'as pas besoin de mettre de vitamine E dans la crème. Il faut savoir qu'on peut ajouter aussi parfois comme antioxydants certaines huiles essentielles qui ont ce pouvoir antioxydant. Je pense par exemple au clou de girofle à très très faible concentration, mais vraiment très très faible. Ça peut avoir cet effet antioxydant sans passer par la vitamine E. Voilà. Il y avait la question de Noussaïba. Le choix de l'émulsifiant et son pourcentage dans la formule interviennent aussi dans l'absorption de la crème par la peau? Oui. Alors, ça aussi, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu quand on fait des crèmes et on ne pourra pas tous les aborder, mais c'est vrai que c'est une question, quel émulsifiant on utilise,
à quel pourcentage. Il y en a qui sont stables en milieu acide, d'autres pas. Donc, en fonction de la crème qu'on veut faire, évidemment, le choix de l'émulsifiant va importer. Moi, je vous donne mon préféré. Je trouve un émulsifiant qui est très polyvalent. Son nom, son petit nom, c'est le glycéryl stéarate, sans E, j'ai mis un E de trop. Et moi, je l'utilise en général à 8%. Voilà, en général, je suis autour de 8%. Alors, chez Aromazone, si vous le prenez chez eux, c'est la cire numéro 3. Et ça, vous avez un émulsifiant qui a un toucher qui est très agréable, assez pénétrant. Un toucher sec aussi, en fonction évidemment de l'huile végétale utilisée. Mais ça, c'est un très bon émulsifiant. Il est très peu stable en milieu acide. Donc, si vous rajoutez de l'acide citrique, ça complique un peu la donne. Mais déjà, là, vous avez quand même une bonne base. Alors, le sorbate de potassium peut-il remplacer le Cosgar? Oui, bien sûr. Ouais. Tout le monde prend des notes. Là. Moi aussi, je suis en train d'écrire des choses. Parce que quand on ferme la session, on perd tout ce qui a été écrit. Donc, c'est pour ça que c'est important quand on met des liens de les ouvrir et de les regarder plus tard. Ouais. Muriel a une question. Et la vitamine E, tu la mets avant de faire l'émulsion? Non, moi je la mets après. Tu la mets après, ça va, merci. Donc la vitamine E, en général, donc vous savez comment on fait une émulsion. Hein, vous faites chauffer séparément phase grasse, phase aqueuse. Une fois que les deux sont à la même température, on mélange, on agite. Et une fois que l'émulsion a pris, on rajoute les actifs, donc les huiles essentielles, les conservateurs et ou la vitamine E. Voilà, ça se fait en général après. Voilà. Alors, pour revenir sur l'histoire du conservateur, il y a quand même une catégorie. Après, oui, après refroidissement, en fait, quand tu vas faire ton agitation, ok, je reprends. L'émulsion, elle se fait en général autour de 70 degrés. Quand on agite, la température, elle va rapidement baisser, surtout qu'en général, on fait un choc thermique. C'est-à-dire qu'en fait, on commence par prendre l'émulsion à chaud. Une fois que l'émulsion a pris, on peut la refroidir rapidement dans un bol d'eau froide et ça la stabilise. Ça permet d'éviter les déphasages ultérieurs. Et donc, à ce moment-là, on peut rajouter la vitamine E. Qu'on le rajoute avant ou après, franchement, ça ne change pas grand-chose. Parce que de 70 degrés, la température, elle tombe très vite autour de 50. Et là, bon, c'est quand même assez stable hein, et ça ne va pas du tout interférer ni avec le tocophérol ni avec les huiles essentielles que vous ajoutez. Alors, je vous disais, à propos du conservateur, il y a quand même une catégorie de produits qu'on utilise assez peu parce qu'ils ne sont pas très glamour. En fait, ce n'est pas le genre de produit qui ont très tendance aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup. C'est les séras. Alors, vous connaissez peut-être le sérat de Galien, qui est une vieille formule cosmétique qu'on connaît. Historiquement, il était fait avec du gras de baleine. Alors, bon, ce n'est pas très écolo, mais à l'époque, ce n'était pas la préoccupation. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est plus du gras de baleine qui est utilisé. Mais ce qui est très intéressant dans le sérat, c'est que c'est ce qu'on appelle une émulsion eau dans l'huile. Concrètement, ça veut dire que la phase grasse est supérieure à la phase aqueuse. Donc en fait, il y a plus d'huile que d'eau. Et étant donné que vous avez des petites gouttelettes d'eau mélangées dans beaucoup de phases grasses, il y a très peu de développement bactérien. Et quand vous faites ce type de produit, eh bien, il est possible de ne pas mettre de conservateur et d'avoir quand même une conservation qui va durer plusieurs semaines. Donc, alors après, c'est très gras. Hein. C'est sûr, quand on met sur la peau, voilà, on peut luire un peu. C'est pas le toucher je sais pas moi, hyper agréable qu'on peut avoir dans plein de crèmes. Mais on a vraiment l'impression de nourrir la peau. Et c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé, par exemple, dans des petits pots pour se nourrir les lèvres. Donc voilà, on peut faire plein de choses comme ça qui ne vont pas nécessiter d'ajout de conservateur, bien que ça soit une émulsion, bien qu'il y ait un petit peu d'eau. Mais je répète, comme les petites gouttelettes d'eau sont enfermées dans de l'huile, eh ben, les bactéries ont du mal à se développer et du coup, on n'est pas obligé de mettre de conservateur. Alors, eh oui, ah ben, ça, Muriel, oui, ça c'est évidemment le problème. Moi, j'ai même fait des crèmes, parce que j'ai fait des tests avec des hydrolats qui ont fini par sentir le cramé. J'avais l'impression de me mettre du barbecue sur le visage, c'était horrible. Donc oui, complètement, le fait de chauffer à 70 degrés, selon les hydrolats, ça fait perdre les propriétés. Enfin, en tout cas, ça altère, ça c'est certain. Donc,
moi, à titre personnel, je ne fais pas de crème à base d'hydrolat. Je fais des crèmes à base d'eau, mais pas d'hydrolat. Arnaud, d'où ça vient? Ah, ben, on prend une dernière question avant de poursuivre. Faut-il privilégier huile d'en haut pour une crème solaire? Oui, de toute façon, c'est assez rare. À ma connaissance, il y a une ou deux marques de produits solaires à base de corps gras abondants. On a plus envie d'une crème fluide comme produit solaire. Donc, effectivement, c'est plus fréquent. Après, si la question c'est est-ce que c'est plus efficace le fait d'avoir une émulsion huile d'en haut, de toute façon, ce qui va amener la production, c'est le filtre solaire utilisé. Donc, bon, je ne pense pas que ça change grand-chose. Il faut savoir qu'il y a une marque de crème, de produits cosmétiques, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui fait des baumes de protection. Alors, par contre, il y a un taux c'est de l'oxyde de zinc à l'intérieur. Il y a un taux d'écran très, très élevé pour éviter de cuire avec la crème qu'on se met, qui est à base d'huile. Arnaud, je pense que tu as du contenu pour faire des vidéos au sujet des crèmes, des émulsions et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment de l'intérêt pour ça. Je sais que tu as peut-être abordé le sujet, mais c'est une suggestion pour dans tes vidéos. Tu devrais explorer cette zone-là parce que ça a l'air d'être quelque chose aussi qui te passionne. D'où ça vient cette passion-là pour les cosmétiques? En fait, je pense que dans le groupe, il y en a certains qui ont dû en faire. Et vous avez peut-être remarqué que c'est hyper addictif. On commence là-dedans et puis voilà, on a envie d'aller plus loin, de comprendre pourquoi on obtient tel ou tel résultat. Et voilà, à tel point que j'ai fini par faire un master de chimie option cosmétique. Donc voilà, oui, c'est sûr que c'est quelque chose d'hyper addictif. Je n'ai pas d'autres mots. En plus, j'ai la chance d'avoir un labo à la maison, donc du coup, là, juste avant de venir, j'étais encore en train de finaliser des savons et voilà. Et On le voit dans ton visage, cette passion-là. Il y a quelqu'un, Fatia demande, est-ce que tu n'as pas envisagé de faire une formation en ligne? Si, c'est quelque chose là aussi que je suis en train de concevoir petit à petit, mais il y a tellement de projets en cours que voilà, je suis un peu hyperactif dans plein de domaines différents et j'essaye aussi de me recentrer sur certains axes. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que j'ai encore mis en place. Mais c'est à considérer aussi, parce qu'avoir ta passion pour ça, je pense que tu aurais une facilité de partager ça et il y aurait vraiment un intérêt, je pense, parce que tu le fais, tu le partages bien, puis c'est super intéressant. Même ça a donné le laboratoire, je ne sais pas comment le dire, parce que c'est écrit Doumani, mais tu me dis qu'en Corse, c'est Douman, c'est ça? Oui, vous savez, en Corse, on ne prononce pas la voyelle finale. Donc, ça s'écrit laboratoire d'Umani, mais ça se prononce laboratoire d'Umani, en gros. Mais encore, je ne suis pas corse, donc je ne le dis même pas comme le dirait un corse. Peux-tu nous parler de la naissance de ce projet-là et puis on poursuivra avec la gamme des produits, tout ce qu'il y a sur le site Internet aussi parce que tu parlais qu'il y avait un blog où tu mettais tes trucs là. Les articles. Alors, le labo, en fait, il est né d'une rencontre d'abord entre trois passionnés d'aromathérapie, puis un quatrième qui s'est greffé après autour du milieu cosmétique. Et en fait, l'idée, c'était de créer un laboratoire qui fasse uniquement des produits d'origine naturelle, donc 100% d'origine naturelle, à base d'huile essentielle et le plus éthique possible. Donc, en fait, on essaye d'avoir des textures, une utilisation qui se rapproche des produits grand public, mais avec un fonctionnement le plus écologique possible. Donc, on est uniquement sur des produits qui se recyclent. Par exemple, on utilise des petits pots en alu qu'on peut ou garder à la maison pour s'en servir comme boîte de rangement, ce genre de choses. On utilise sinon du carton recyclé et compostable. Voilà, donc on est vraiment dans cette dynamique-là d'essayer de faire des produits avec le minimum d'impact environnemental. C'est des produits qui se vendent en ligne uniquement ou on peut les retrouver dans certaines boutiques? Alors, ouais, ils se vendent en ligne, ils se vendent aussi en pharmacie. On est essentiellement distribué en pharmacie. Et aujourd'hui, on a 3 gammes. Une gamme de baumes aux huiles essentielles qui ont donc différentes actions. Il y a un baume, en gros, qui est un petit peu l'équivalent du baume du tigre en naturel. Parce que le baume du tigre, il faut quand même le savoir, il est composé essentiellement de pétrole. Donc, ce n'est pas du tout naturel comme produit, même s'il est efficace. Hein, l'origine, elle est chimique, elle est minérale. On a ensuite une gamme dentaire
avec 2 dentifrices solides, donc qui sont dans un petit pot. On frotte la brosse à dents dessus, puis on se lave les dents avec. C'est alors agréable, ludique, écologique, parce que du coup, un petit pot dure 3 mois. Alors, ça évite d'acheter tout le temps des tubes dentifrice. Et puis, c'est transportable. Enfin, moi, j'ai bien aimé ce concept. Et puis, un bain de bouche en poudre. On prélève un petit peu de poudre qu'on dilue dans de l'eau et ça permet de se rincer la bouche avec ça. Ouais, Muriel, c'est ça. Malheureusement, c'est un peu loin pour nous d'avoir ça. Et puis, et là, on vient de sortir. Alors là, j'ai mis en ligne la boutique tout à l'heure. On vient de sortir une gamme de shampoings solides, donc en saponification à froid, qui sont donc 3 shampoings, un shampoing pour cheveux normaux, un pour cheveux secs et un shampoing pour cheveux gras. Donc voilà. Alors pour l'instant, non, Sonia, on ne les trouve pas encore au Québec, mais ça peut se. Je ne me suis pas penché sur la question. Il faudrait voir ce que je pourrais avoir peut-être éventuellement chez Québec Aroma. Pourquoi pas avoir. Je me demandais parce que j'avais vu que c'était écrit, il me semble que c'est fait avec des huiles essentielles de la Corse, principalement, et bio. Mais quand tu me dis qu'il y a de la gouaterie et de l'eucalyptus, ça veut dire que certains produits auront d'autres huiles essentielles aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye toujours de mettre des huiles essentielles locales, mais j'arrive pas à ne faire qu'avec des huiles essentielles locales. Donc, il y a aussi, voilà, quand c'est nécessaire, d'autres huiles qui viennent compléter la synergie. Donc, ça, tu prépares ça toi-même là-bas en Corse. Donc, tu vas régulièrement des voyages là-bas et c'est toi qui confectionnes les produits. C'est ça. Bon, en fait, dans la maison, j'ai un laboratoire de recherche, en quelque sorte, où je formule les produits, où je fais les tests. Et puis, une fois que les produits sont formulés, je vais en Corse. Et là, on a le laboratoire de fabrication, de production, qui est un peu plus à plus grande échelle, avec évidemment plus de produits, etc. Au revoir, Dominique. Et donc, c'est comme ça qu'on organise les choses, en fait. Et c'est moi qui vais produire là-bas. J'y vais à peu près une fois par mois. OK. Est-ce que tu as de l'aide ou tu fais vraiment tout ça tout seul? J'ai des associés qui sont là-bas. J'ai une dentiste qui a permis de créer la gamme dentaire, une ostéopathe avec qui on a créé la gamme de baume. Et du coup, voilà, elle participe aussi à la fabrication et c'est hyper convivial, quoi, parce que en même temps, le laboratoire est sur le terrain de la dentiste. On est face à la mer et voilà. Donc c'est à la fois sérieux parce qu'on produit des produits quand même voilà, cosmétiques, rigoureux, etc. Et en même temps, c'est dans un environnement fabuleux. Donc, avec des amis, en fin de compte, avec qui tu t'es associé. Y a-t-il des ingrédients en particulier que nous pouvons incorporer dans les shampoings à barre afin d'avoir un pH plus doux? Alors là, non, c'est. Non, c'est moi, c'est Amélie, excuse-moi. Oui, désolée, d'habitude, je suis sur mon ordinateur. Mais c'est ça parce que dans le fond, la savonnerie à saponification à froid, quand on fait les barres de shampoing, nous, c'est plus nouveau ici, là, au Québec, que les gens commencent à utiliser ça, mais le pH est quand même plus élevé qu'un shampoing liquide qu'on a l'habitude. Oui. Oh. Alors, OK. Alors, plusieurs choses dans ta question. D'abord, comment fait-on pour baisser finalement le pH? Alors, OK, on va reprendre depuis le départ. Je vais arriver à répondre à la question, mais juste non, mais c'est correct. Il n'y a vraiment pas de problème, prends le temps, c'est parfait. Alors, il faut savoir que le pH de la peau est acide. Le pH de la peau est de 5 en temps normal. Donc, c'est vraiment bas. Et ça, souvent, on le néglige, cet aspect-là. Le problème des savons qu'on obtient en saponification à froid, c'est que leur pH est souvent autour de 9. Alors, c'est normal, ça. On ne peut pas faire autrement. C'est entre 8 et 9, grosso modo. Et donc, quand on se lave avec un savon en saponification à froid, ça déséquilibre le pH de la peau pendant une durée assez importante. Alors, je dis en savon en saponification à froid, mais ça, c'est vrai aussi, même si c'est un petit peu moins le cas, mais ça reste quand même vrai avec un gel douche. Et des chercheurs ont même montré que c'était le cas, simplement quand on se rinçait à l'eau sans utiliser de produit lavant. Donc, bref, tout ça pour dire que dès qu'on met quelque chose sur la peau, que ce soit un savon, un shampoing, un gel douche ou même de l'eau pure, le pH de la peau remonte. Et ça, c'est pas bon parce qu'il faut du coup de nombreuses heures pour que le pH revienne à l'état d'équilibre. Donc, quand on utilise un savon, la première préoccupation, c'est d'avoir le pH le plus bas possible, en sachant que ça pourra rarement descendre en dessous de 8, ça c'est clair.
Donc, première question, que faire pour avoir un pH au niveau du savon qui soit le plus bas possible? Deux choses. D'abord, le surgraisser, c'est-à-dire mettre un peu plus de gras que ce qui est nécessaire pour réagir avec la soude. Hum. Donc, plus on surgraisse, plus le pH final sera bas. Et ensuite, le laisser curer, c'est-à-dire le laisser reposer pendant des semaines. Plus vous le laissez reposer, plus le pH descend. Alors, Ok. vraiment, c'est pas linéaire, évidemment. Ça suit une scène comme ça. Mais on ne pourrait jamais arriver à un pH là, comme de 5-6, comme que pour un shampoing liquide. Là, c'est impossible. Exactement, impossible. Ok. Et donc, on arrive au deuxième point, parce que moi, je vous parle d'expérience. Si je me lave les cheveux avec un truc classique, un produit classique, j'ai des pellicules à n'en plus finir. C'est de la neige qui tombe de mon cuir chevelu. C'est absolument dégueulasse. Je vous épargne les détails, mais ça, vraiment, vous n'auriez pas envie de le savoir. Et donc, comment faire pour éviter ça? En fait, moi, j'ai réglé mon problème en rétablissant le pH. Et ce que j'ai fait, c'est que je me lave les cheveux donc avec les savons que j'ai formulés. Mais comme j'ai un cuir chevelu qui est vachement sensible, après le shampoing, je fais un gel au pH acide qui va permettre de redescendre le pH très rapidement. Et donc ça, c'est hyper simple à faire. Ouais, merci Michel. Effectivement, j'ai fait une vidéo dessus. C'est celle-là qui m'a demandé le plus de travail parce qu'il a fallu faire des recherches dessus pour la faire très, très longue. Bref, je vous mets la formule si vous voulez, que moi j'utilise. Après, c'est pas, vous faites ce que vous voulez, mais j'utilise 2% de gomme xanthane. De mémoire, c'est 3%, grosso modo, d'acide citrique. Je vais quand même vérifier, je vous le mets comme ça, mais c'est autour de ça. Mais je vais vérifier si c'est exactement ça ou pas avant de valider le truc. Et vous mettez, vous pouvez mettre par exemple, je sais pas moi, 0,2% d'huile essentielle, mettez ce qui vous plaît. Et du coup, vous êtes à 94,8% d'eau. Voilà. Et ça, c'est une formule qui est vachement bien parce qu'elle permet de rabaisser le pH de la peau. La gomme xanthane a un effet légèrement, il manque le mot, tonique, là, mais pas tonique, ça retend, vous savez, je sais pas, il manque le mot. Tenseur, merci Philippe, c'est ça. La gomme xanthane a un effet tenseur, alors qui peut être désagréable pour certaines personnes ou agréable pour d'autres parce qu'on a l'impression qu'on a moins de rides. Bon, ça ne dure pas, hein. Mais en tout cas, la sensation est là. Et donc, on peut l'utiliser aussi bien sur les cheveux que sur le visage. Et comme vous avez un pH acide avec ça, moi, je ne mets pas de conservateur. Alors, là, je ne vous garantis pas que ça se conserve des semaines sur le rebord de la salle de bain en mettant tous les jours les doigts dedans. Ça, c'est clair. Mais si vous le conservez dans un petit flacon pompe, par exemple, où du coup, vous ne mettez pas les doigts à l'intérieur et que vous en faites en petite quantité, vous pouvez le conserver suffisamment, en tout cas, pour utiliser le produit. Ça ne bouge pas sur 15 jours, on va dire, ça ne bouge pas. Parce que le pH est acide. Vous voyez, il y a un petit peu des solutions si on veut éviter l'utilisation de conservateurs en biaisant, soit en mettant plus de gras, comme le truc que je vous ai donné avec le cérat de Galien, soit en mettant plus d'acide. Et dans ces deux cas, en fait, peut limiter la quantité de conservateurs. Et troisième solution, je termine la parenthèse sur les conservateurs, c'est l'alcool. Sinon, on met de l'alcool. Et là, évidemment, pas besoin d'ajouter de conservateur. Donc, merci Arnaud, c'est cool. Voilà, et ça, c'est super efficace. Si tu veux mettre ça sur le cuir chevelu, et on en met très peu, il faut en mettre vraiment très peu. Moi, j'en mets l'équivalent d'1 ou 2 grains de riz, vous voyez, sur tous les cheveux, ça suffit. Et ça permet de rétablir le pH, c'est vraiment miraculeux. Tu vois, je ne sais pas si c'était bien, pendant un temps, je le faisais pour moi parce que quand on change du shampoing liquide à un shampoing en barre, justement, il y a une petite adaptation un peu justement pour le cheveu aussi. Ouais. Mais moi, à la fin, pour régulariser, en fait, je mettais un peu de cidre de pomme sur les pointes. Ça l'aidait, c'est bien. Ça peut être ça aussi. C'est tout le principe, hein. C'est exactement ça. Okay. Moi, je trouve simplement que le cidre, ça sent tellement mauvais que j'ai jamais réussi à accepter l'idée d'en mettre. Mais ça reste pas après l'odeur, donc je comprends complètement. Non, l'odeur, elle restait pas. Ça reste pas. C'est vrai que ça reste pas dans la chevelure après, ça sent pas. Donc, alors, super. Merci. Magali. Arnaud, il est déjà 10 heures ici. Oui, Magali, il faut mettre le cheveu humide. Hein. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je sèche un petit peu les cheveux à la serviette. Il reste humide et on met le gel. Et Muriel, oui, sur tout le corps, bien sûr, tu peux le mettre sur tout le corps. Les questions, ça n'arrête plus.
le gel sur les cheveux humides. Ah, vous m'avez pas entendu? J'ai répondu à ça. Ah, pardon, Ça- c'est parce que... OK, désolé. Écoute, Arnaud, c'est parce qu'il est 10 heures, j'étais dans mon temps. C'est déjà terminé. Ah, bah dis donc, ça passe vite, hein? Ça a passé très vite. C'était J'avais super. peur de ne pas avoir assez de choses à dire. Je pense que tu as un autre sujet aussi pour ton éditeur, un livre sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Tu manques pas de potentiel pour différents projets. Je sais que tu en as déjà plein, alors je te souhaite beaucoup de succès avec l'école, avec le laboratoire, avec tout ce que tu fais. On n'a pas parlé du confinement versus déconfinement. Je ne sais pas si les activités ont été ralenties ou... enfin, je te souhaite qu'elles puissent reprendre, que tout se passe bien. Puis je te remercie vraiment beaucoup pour Avec plaisir. Merci à le toi, temps Gilbert. qu'on a passé ensemble. C'était super agréable. Donc, on se voit demain pour tout le monde. Arnaud, tu es toujours le bienvenu. Eh ben, je vais À la essayer. même heure. Ouais, avec grand plaisir. Donc, tout le monde te salue, tout le monde dit merci. Merci beaucoup à tout le monde. C'était un grand plaisir de partager ce moment-là avec vous. Et puis, bah, merci Gilbert pour ces rencontres. C'est vraiment super chouette de... Super. Donc, je te remercie. On va faire. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. À demain. Bye Au bye. revoir. Bonne journée.